Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eutelsat? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc Eutelsat, on en a parlé le 13 du mois de juin 2022 et le 26 du mois de juillet 2022. Donc ça fait plus d'un an aujourd'hui. On va revenir faire la mise à jour ici. La dernière fois c'était après l'acquisition ici ou la fusion avec OneWeb. Donc vous savez que c'est pas une entreprise que j'aime particulièrement. Ok, parce qu'elle a un segment d'activité ici un segment d'activité ici lucratif certes, mais en pleine décroissance. Ok, et elle n'arrive pas à remplacer valablement ce segment-là. En tout cas, pas pour le moment. OK? Donc, elle paye également un gros dividende. Il me semble qu'on a coupé ce dividende. Bonne chose. C'était une très, très bonne décision. So, maintenant, je pense qu'il y avait également de la dette derrière. Donc, on va voir à peu près si les choses se sont arrangées, quelles sont les prévisions, etc. Bref. Donc, on y va. Je rappelle ici qu'en lien dans la description de la vidéo, vous avez la top newsletter où on partage vraiment des analyses sectorielles. J'en ai partagé une aujourd'hui sur le segment ici de l'édition. Et notamment, on a parlé d'une compagnie qu'on appelle Wiley Son. Je vous encourage à aller regarder cette compagnie-là. Donc, techniquement, vous n'allez rien voir enfin, je pense pas qu'il y ait quelque chose d'extraordinaire, mais elle a des actifs cachés. Elle a énormément d'actifs cachés. Donc, il faut aller regarder ça ici. Bref, on revient sur Eutelsat. Alors, comme d'habitude, la première chose que je vais faire, c'est revenus, stabilité ou croissance des revenus. Alors, ici, on a une décroissance des revenus. Il me semble que l'acquisition a déjà été prise en compte ici. Donc, techniquement, il n'y a rien. Donc, revenus décroissants. Il y a de grandes chances que les analystes s'attendent à des revenus décroissants pour les années à venir. Je veux juste prendre ici le revenu estimé, par exemple, consensus average en année N plus 2. Commençons par là. On s'attend à 1,4 milliard quand même. Mais là, on s'attend à une certaine évolution. Est-ce que ça ne prend pas en considération, est-ce que l'acquisition a déjà été consommée, cette affaire-là? Donc, je vais juste aller vérifier ça ici, histoire de voir. J'avais le rapport financier de la compagnie quelque part là. Voilà. OneWeb, ok, 1 million. Bon, l'acquisition a déjà été consommée, je pense bien. Following the approval en septembre 2023 of the combination with OneWeb, the financial objective of Eutelsat replaced the previous financial objective. Ok, parfait. Donc l'acquisition vient juste d'être approuvée au mois de septembre. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle on aura une croissance des revenus dans le futur. En tout cas, en année N plus 2, c'est ce qui est visible pour le moment, prévu par les analystes. Il me semble également que c'est à peu près la raison pour laquelle on a une légère croissance ici. OK? C'est uniquement l'acquisition. OK? Et quand on prend en considération le reste des éléments ici, en fait, quand on va l'analyser quantitativement ici, il faut prendre en considération que OneWeb n'a pas encore été intégré sur ces chiffres-ci. C'est à partir du trimestre prochain qu'on va pouvoir voir l'effet de OneWeb. Donc, on aura un effet positif sur les revenus, mais il faut regarder les choses globalement. Est-ce que OneWeb est également un segment d'activité qui est en décroissance, etc. Donc, marge brute, on avait des marges brutes extraordinairement élevées, normal. Ensuite, est-ce que les marges EBITDA tenaient également la route ici? Oui, il y a une marge EBITDA extraordinairement élevée. Alors, il ne faut pas oublier que la dépense en capital de cette compagnie est juste énorme. Donc, c'est bien de distribuer un dividende, mais elle doit dépenser énormément en capital. Les satellites, ça se remplace. Donc, et ça coûte généralement très cher. Donc, on avait des free cash flow et des net income ici qui avaient tendance, les free cash flow avaient tendance à être plus élevés que les net income ici. Et ce que l'entreprise faisait, au lieu de garder le maximum de cash possible, elle s'amusait à payer un juteux dividende. Est-ce qu'elle augmentait le nombre d'actions ici? Oui, parce qu'elle vous distribue un dividende, mais elle se finance derrière ici en émettant des actions. À long terme, tant que les bénéfices nets sont de plus en plus croissants, tant mieux, mais sinon, à long terme, c'est dangereux. OK. Ensuite, ici, on va regarder le niveau de dette net en date d'aujourd'hui. Alors, le niveau de dette net, on a 2,780 milliards. Dette net sur EBITDA, nous avons quel niveau ici de dette net sur EBITDA en date d'aujourd'hui? 1,2, assez gérable ici, mais attention, il faut aller regarder également, est-ce que ça prend en considération l'acquisition? Est-ce que j'ai cette information-là ici? Dette net sur EBITDA, long terme. Bon, je vais regarder le consensus ici en année N plus 1. On va regarder ça en année N plus 2.
3 milliards et EBITDA en année N plus 2. Consensus, qu'est-ce qu'on a? Médiane, voilà, N plus 2, c'est ça. 753 millions. Donc, quand je fais le 3 milliards divisé par 753, ça donne à peu près en dessous de 4 fois les EBITDA. Ça reste toujours limite. OK. Mais maintenant, elle a des free cash flow, donc elle peut repayer, elle peut se concentrer ici au repaiement de la dette. On va essayer de voir ici le free cash flow en consensus en année N plus 2 ici et de combien. On s'attend à 300 millions par là. Donc, elle peut repayer ça en 10 ans ici. Tout dépend ici de la stabilité ou de la croissance des free cash flow dans le futur. Donc, on continue. Le marché a tendance à payer combien pour cette compagnie ici? On va prendre le price to free cash flow parce que les free cash flow ont tendance à être plus élevés. Pensez en termes de rendement. Alors, dites-vous également que dépendamment ici de la croissance du business, on aura tendance à avoir des multiples qui reflètent les attentes du marché à long terme. Donc ici, c'est un business qui a tendance à changer à 10 fois les bénéfices, tout simplement parce que voilà, on a des revenus de plus en plus décroissants depuis une certaine période. Vous pouvez le voir ici. Avant la décroissance des revenus, on avait des marges très élevées. On avait des price to free cash flow un peu plus élevés que ça. Donc, sur les 10 dernières années, on a dû 7 fois les free cash flow. 5 dernières années, 3,8 fois les free cash flow. Donc voilà, les 5 dernières années, on est plutôt au niveau des 3,8 fois, 5 fois les free cash flow. OK, c'est déjà un peu pricé comme une entreprise à la casse, on va le dire comme ça. OK, ça ne veut pas forcément dire qu'elle est sous-évaluée parce que les free cash flow ont tendance à baisser, auront tendance à baisser si le business principal ne se comporte pas bien. OK, so, qu'est-ce qu'on fait à ces niveaux-ci? On sait que c'est 3,8 fois les EBITDA, les free cash flow, on va le garder comme ça. Alors, je vais regarder ici les actifs tangibles nets par action, vu que ce sont des satellites. Est-ce que ces satellites ont une durée de vie? Et généralement, il y a une certaine valeur. Ces actifs peuvent avoir une certaine valeur, surtout en date d'aujourd'hui. Ici, le prix actuel est en dessous des actifs tangibles nets par action. D'accord? Et encore, est-ce que pendant l'acquisition de OneWeb, est-ce qu'on n'a pas émis de nouvelles actions? Est-ce que ces actions-là ont déjà été, est-ce qu'elles sont déjà visibles en date d'aujourd'hui? Donc, c'est important d'aller regarder, OK? So, il me semble ici qu'en date d'aujourd'hui, en prenant en considération le nombre d'actions actuelles, nous avons une entité aujourd'hui qui s'évalue, enfin, on a déjà pris le nombre d'actions de OneWeb ici, donc très bien. Elle s'évalue à peu près, elle est pricée à peu près en dessous de la valeur de ses actifs tangibles nets par action. Et comme vous pouvez le voir ici, c'est très souvent le marché a eu tendance à ne pas payer. Le marché paye généralement quelque chose alentour de une fois les actifs tangibles nets par action. Et ça, j'ai pris les 12 derniers mois. Donc, il faudra encore aller vérifier ici si ces actifs tangibles prennent en considération le nombre d'actions actuelles. Parce qu'ici, on a 1,4 fois les revenus. Les actifs tangibles nets, ça n'a pas trop de sens. Alors, je vais le faire manuellement. Donc, je vais prendre ici le Tangible Book Value en termes de volume. Au dernier trimestre, on a 1,390 milliard. OK? 1,390 milliard. Le nombre d'actions ici, c'est 248. Donc, on fait 1,390 divisé par, je vais mettre 249. Pour faire simple, ça donne ici 5,58. On va encore vérifier à ce niveau-ci pour 200. OK. Donc, le tangible book value en date d'aujourd'hui, je le vois, enfin, je le calcule ici à 5,58 €. L'entreprise se négocie en dessous de 5,58 € aujourd'hui. Donc, on peut se dire qu'elle est légèrement sous-évaluée par rapport à la valeur de ses actifs. OK? Si ces actifs-là ont réellement cette valeur. Et encore, pour que ça ait du sens ici, il faut absolument que l'entreprise arrive à s'auto-financer. OK? Donc, les analystes ici s'attendent déjà. Est-ce qu'ils ont l'habitude de faire de bonnes prévisions sur ce business? On va vérifier. 80% du temps, ils ont raison. Donc, on constate ici que les free cash flow sont de moins en moins élevés. On s'attend ici à des free cash flow de 0,75 d'ici 2026. Pour ce business-ci, je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. Laissons même la dette de côté. Je ne paierai pas plus de 10 fois les bénéfices. Donc, au maximum, 7,49 €. Et encore, là, je me garde même le droit de le faire parce que quand je vais regarder l'utilisation ici des actifs tangibles nets ici, donc l'efficience ici en termes d'utilisation des actifs, on se rend compte qu'on est tout en dessous de 15%. Et ça, je n'aime pas. OK? Donc, c'est clairement une note éliminatoire ici. Donc, c'est quand même un business assez difficile.
OK? Et c'est un business à capital intensif, certes. Donc, je ne dis pas que je vais le comparer aux entités ici dans le secteur des chemins de fer, mais même celle-là, au niveau des chemins de fer, je sais que c'est un business à capital intensif, mais au moins là-bas, on a des marges, on a des ROTCE aux alentours ici de 15%. Qu'est-ce que je vais aller faire avec du Eutelsat? Surtout que, au niveau, à la publication des derniers résultats, vous remarquez quoi? Le segment vidéo qui représente près de 60% ici de cette compagnie est toujours en décroissance. Oui, on a de la croissance ici au niveau du segment connectivité mobile, mais il faut regarder est-ce que les marges vont suivre. OK? Globalement ici, une baisse du segment vidéo impacte négativement ce business en date d'aujourd'hui. Est-ce que vous avez la visibilité à long terme ici? Ça va ressembler à quoi? Pourquoi ce segment vidéo la baisse? Je pense qu'on l'avait expliqué sur les premières vidéos ici. Je ne me rappelle pas trop. Donc, il faut faire attention à ces niveaux-là. En tout cas, pour moi, Eutelsat, c'est clairement... J'ai envie de bien dormir la nuit, donc c'est clairement pas une entité qui va m'intéresser. Quitte à rater une opportunité, je ne pense pas que, voilà, c'est rien d'extraordinaire ici. La réduction du dividende était une très bonne décision. Maintenant, repaiement de la dette, repositionnement de l'entreprise, je leur souhaite bon courage, mais ça ne sera certainement pas avec mon cash. OK, encore que je n'investis même pas sur les compagnies européennes en majorité. Donc ici, franchement, allez regarder ailleurs, chercher des opportunités qualitatives ailleurs. Si vous n'avez rien à faire avec votre argent, je ne sais pas moi, essayez d'aller regarder du Thermador ou bien du Equasense ou quelque chose comme ça, mais Eutelsat, non, pas du tout. Eutelsat ne mérite pas l'argent de qui que ce soit. En tout cas, si vous voulez investir dans la qualité, ce n'est pas sur Eutelsat que vous allez trouver ça, en tout cas en date d'aujourd'hui. D'accord? Ce n'est que mon avis. D'accord? Je peux également me tromper et d'ailleurs, je me réserve toujours le droit de le faire. Si cette compagnie vous intéresse, lisez vos rapports financiers, écoutez les conférences call. OK? N'oubliez pas en lien dans la description de la vidéo, en premier commentaire épinglé, vous avez le service Top Premium Plus. Et comme je l'ai dit, le deal se termine le 10 du mois de novembre. Donc, on se dit à bientôt. Est-ce que je vais dire Eutelsat sous-évalué, surévalué? Pour le moment, c'est poubelle. Merci.